J'ai toujours cru que ma famille était unie par l'amour et l'honnêteté. Ayant grandi en banlieue de Paris, nous étions les Dupont idéaux, maman, papa, ma sœur Élise et moi. Notre maison de style traditionnel avec sa palissade blanche et nos dîners dominicaux évoquaient l'idéal familial. Même quand j'ai épousé Thomas et que j'ai déménagé à quelques rues de là, nous avons su préserver ce lien si précieux pour moi. C'est précisément ce qui a rendu ma découverte, par un de ces averses d'avril, d'autant plus dévastatrice. Je fouillais dans le bureau à domicile à la recherche de vieux documents fiscaux. Thomas travaillait tard la 3e fois de la semaine, ce qui était devenu étonnamment fréquent ces derniers mois. J'avais besoin de ces papiers pour finaliser le paiement des frais d'université d'Élise, qui avait toujours été la brillante, la grande étoile destinée à réussir à Sciences Po, et j'étais fière de pouvoir l'aider, même si cela mettait nos finances à rude épreuve. Le tiroir du bureau de Thomas était coincé, et quand je l'ai arraché plus fort que prévu, il s'est complètement détaché, répandant des papiers sur le parquet ciré. En me penchant pour les ramasser, une enveloppe Manila a attiré mon attention, une enveloppe que je n'avais jamais vue, glissée derrière le tiroir lui-même plutôt qu'à l'intérieur. Un endroit bien étrange pour la ranger. Mon cœur a fait un bond quand j'en ai extrait le contenu. Relevé bancaire. Facture d'hôtel. Une série de SMS imprimés. Et des photographies, oh mon Dieu, ces photographies. Mes mains tremblaient tandis que la réalité m'abattait comme un coup physique. Thomas et Élise ensemble, dans une intimité qui s'étalait sur plusieurs mois, aux heures où il prétendait être au travail et où elle disait étudier avec des amis. Mais ce n'était pas encore le pire. En fouillant dans d'autres documents, avec une nausée grandissante, j'ai découvert des emails entre mes parents, Thomas et Élise. Ils parlaient de moi comme si je n'étais qu'un distributeur automatique de billets, une source fiable de fonds pour l'éducation d'Élise. Mon propre mari, l'homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 6 ans, avait écrit « Sarah n'a rien compris. Tant que nous la gardons occupée à aider Élise à obtenir son diplôme, nous aurons tout ce que nous voulons. » La trahison m'a coupé le souffle. Je suis restée assise là, sur le sol, entourée d'épreuves, pendant des heures. Chaque souvenir reprenait vie dans mon esprit avec une signification nouvelle et pervertie. Les dîners en famille où tous échangeaient des regards complices. Les fois où Thomas affirmait que nous pouvions payer les frais d'Élise malgré nos difficultés financières. L'enthousiasme de mes parents à nous garder près de chez eux, alors même que je rêvais d'un poste à Lyon, opportunité qui m'avait tant enthousiasmé il y a 2 ans. J'avais été manipulée. Exploitée. Un pion dans une sinistre conspiration familiale. Ce soir-là, je n'ai pas confronté Thomas quand il est enfin rentré, dégageant encore une odeur de parfum inconnu. À la place, j'ai replacé les documents exactement où je les avais trouvés et j'ai apposé une petite marque, presque imperceptible, sur l'enveloppe, un moyen de vérifier si elle était déplacée. Il me fallait du temps pour réfléchir, pour élaborer un plan. La femme qu'il croyait trop naïve pour soupçonner quoi que ce soit devait devenir quelqu'un d'entièrement différent. Durant la semaine suivante, j'ai rassemblé encore davantage de preuves. J'ai vérifié les relevés de cartes de crédit, découvrant des prélèvements réguliers dans un motel en périphérie de la ville. J'ai récupéré des SMS supprimés sur notre compte cloud partagé, des messages qui me donnaient littéralement la nausée. J'ai même suivi Thomas un soir, l'observant depuis ma voiture lorsqu'il retrouvait Élise dans un restaurant, leurs mains entremêlées sur la table d'une manière indéniablement intime. Chaque élément de preuve était un nouveau coup de poignard dans le cœur. La nuit, allongée à côté de Thomas, je me demandais comment il était possible de partager une telle intimité avec moi tout en nourrissant une telle cruauté. Je pensais au dîner en famille où tout le monde souriait et s'enquérait de mon travail, sachant pertinemment qu'il se servait de moi. L'ampleur de la tromperie était ahurissante. L'aspect financier rendait tout encore plus douloureux. J'avais accepté des clients supplémentaires dans mon agence de design graphique, travaillant les week-ends, tout cela pour soutenir la famille. Pendant ce temps, cette même famille complotait dans mon dos, utilisant cet argent tout en se jouant de moi. Les relevés bancaires montraient d'importants retraits de notre compte commun les jours où Thomas et Élise étaient ensemble, de l'argent dépensé lors de week-ends qu'on m'avait décrits comme des « sorties de pêche entre amis » ou des « sessions d'études à la bibliothèque ». Je me suis retrouvée dans notre cuisine un soir, préparant le dîner comme je le faisais toujours, quand le poids de la réalité m'a submergée d'un coup. Le couteau que je tenais s'est immobilisé au milieu d'un coup,
tandis que les larmes ruisselaient sur mon visage. Combien de repas ai-je préparé avec amour pour un homme qui ne voyait en moi qu'une ressource financière? Combien de fois ai-je serré ma sœur dans mes bras en lui disant combien j'étais fière d'elle, alors qu'elle partait retrouver mon mari? La trahison ne se limitait pas à l'aventure si tant est qu'une aventure puisse être dévastatrice à elle seule. C'était la manipulation calculée, des années de mensonges, l'exploitation froide de mon amour et de ma confiance. C'était la certitude que, alors que je croyais faire partie d'une famille aimante, je n'étais en réalité qu'un outil pratique à leurs yeux. Au fil des jours, ma douleur se transforma en quelque chose de plus dur, de plus froid. Là où il n'y avait qu'un choc et un chagrin, la détermination prit racine. Je continuais à rassembler les preuves, à construire méthodiquement mon dossier. J'enregistrais des conversations. Je prenais des photographies. Je compilais des relevés financiers. S'ils avaient passé des années à élaborer une tromperie élaborée, je passerais tout le temps qu'il faudrait à l'exposer. Je devais comprendre l'ampleur de leur trahison avant de décider quoi faire. Chaque nuit, allongée à côté de cet inconnu que j'appelais mon mari, j'envisageais mes options. Devrais-je les affronter individuellement? Ensemble? Devrais-je simplement disparaître en emportant le peu de dignité qui me restait? Ces questions tourbillonnaient sans fin tandis que je fixais le plafond, le sommeil semblant un lointain souvenir. Pendant ce temps, la vie continuait sa cruelle comédie. J'assistais aux dîners familiaux. Souriais en temps voulu et rédiguais un nouveau chèque pour les frais d'Élise. Je les regardais tous jouer leur rôle avec une perfection dégoûtante, le père affichant sa sollicitude paternelle, la mère offrant une étreinte affectueuse, Thomas jouant les maris dévoués et Élise, la sœur reconnaissante. La supercherie, digne d'un Oscar, qui se jouait autour de ma table me faisait douter de la réalité de ma vie. Le lendemain de ma dernière découverte, je suivais machinalement ma routine, avec cette étrange impression d'être en dehors de moi-même. Je préparais mon café, prenais une douche, m'habillais pour aller travailler tout en portant le fardeau écrasant de la trahison. Thomas était déjà parti tôt pour un rendez-vous client, un autre mensonge que je ne pouvais plus ignorer. Je revoyais les preuves une dernière fois avant de les dissimuler dans mon coffre-fort personnel quand mon téléphone vibra. Maman invitait tout le monde à dîner ce soir-là pour discuter des frais du semestre à venir d'Élise. Le timing était presque risible tant il était cruel. Il faut que tout soit réglé, disait son message. Toi et Thomas venez, n'est-ce pas? Je répondis simplement, bien sûr, en sentant la bile monter dans ma gorge. Ce soir-là, je me rendis chez mes parents, dans la maison de style colonial de la rue des Peupliers où j'avais grandi, la maison que papa avait fièrement achetée après 15 ans de travail à la compagnie d'assurance, le lieu qui renfermait d'innombrables souvenirs désormais entachés de tromperie. Les parterres de fleurs de maman débordaient de jonquilles, inconscients de la pourriture qui rongeait ses murs. Je me garantis derrière la voiture de Thomas, remarquant qu'il était arrivé avant moi, chose inhabituelle, vu ses apparitions généralement de dernière minute aux réunions de famille. En m'approchant de l'entrée latérale que nous utilisions toujours, j'aperçus des voix s'échapper par la fenêtre entr'ouverte de la cuisine. Je m'arrêtai, les clés en main, quand j'entendis le rire familier de ma sœur. « Je ne sais pas combien de temps encore on pourra continuer comme ça, » disait Élise d'une voix malicieuse. « Sarah n'est pas complètement naïve, tu sais. » Mon cœur battait la chamade alors que je me rapprochais de la maison, dissimulée derrière les hortensias de maman. Elle n'a rien compris depuis 6 ans, répliqua papa en riant, un rire qui me sembla être une gifle. Sarah a toujours été trop confiante. Trop confiante, ajouta maman. Un tintement de verre se fit entendre, il prenait un verre tout en commentant mon ignorance. En parlant de Sarah, intervint Thomas d'une voix qui me donna la nausée, j'ai viré encore de l'argent de nos économies pour payer le logement de ce semestre. Elle ne s'en est même pas aperçue. Leur rire des voix familières qui autrefois signifiaient sécurité et amour me transperçait plus qu'aucun coup de couteau. Puis vinrent les mots qui brisèrent le peu qu'il restait de mon cœur. « Elle n'est bonne qu'à payer les factures », déclara maman d'un ton conspirateur. Qui aurait besoin d'elle autrement? Élise a toujours eu un vrai potentiel. La cuisine explosa d'un accord général et de rires moqueurs. Je restai figé, incapable de bouger, tandis que des ondes de choc parcouraient mon corps. Ma propre mère. Celle qui avait pansé mes genoux écorchés,
assisté à chacune de mes expositions artistiques, qui m'avaient consolé lors de mon premier chagrin d'amour à 16 ans. Elle ne me voyait plus qu'en chèque ambulant. À notre petite entente, trinqua papa, suivi du tintement des verres. Et à Sarah qui ne découvrira jamais la vérité, ajouta Thomas, déclenchant un nouveau fou rire cruel. J'ai dû émettre un son à halètement, un sanglot car la conversation s'est brusquement arrêtée. Je n'ai pas attendu pour savoir s'il m'avait repéré. Je me suis tournée et j'ai fui vers ma voiture, les mains tremblant tellement que j'avais du mal à insérer la clé dans le contact. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à parcourir 3 rues avant de m'arrêter, en proie à des sanglots violents. Le quartier de mon enfance se brouillait dans mes larmes, tandis que les souvenirs affluaient faire du vélo avec Élise dans cette même rue, papa nous apprenant à lancer une balle dans le parc d'en face, maman apportant de la limonade lors des chaudes journées d'été. Est-ce que tout cela avait réellement existé ? Ou avais-je toujours été l'accessoire familial, valorisé uniquement pour ce que je pouvais apporter ? Mon téléphone sonna sans cesse, d'abord maman, puis Thomas, puis Élise. J'ai mis chaque appel en sourdine, incapable de trouver la force de continuer cette comédie. Un SMS de Thomas apparut. « Où es-tu ? » Tout le monde attend. Tout le monde attendait. Attendant que la tirelire familiale arrive pour continuer leur mascarade. Cette pensée déclencha en moi une colère qui surpassait le chagrin, une rage qui commençait à percer à travers le brouillard de la trahison. J'ai conduit sans but pendant des heures, avant de me retrouver au parc des Berges, là où Thomas et moi nous étions fiancés. La Seine coulait paisiblement sous la lueur de la lune, indifférente aux souffrances humaines. Je me suis assise sur ce banc, celui où il s'était agenouillé avec la bague qui me semblait désormais être une chaîne, et j'ai tenté de comprendre un monde sens dessus-dessous. Quand mon téléphone a de nouveau sonné après minuit, j'ai fini par décrocher. « Sarah ? Où diable es-tu » La voix de Thomas trahissait une fausse inquiétude, superposée à de l'irritation. On s'inquiétait follement. Vraiment ? Ma voix, étrange à mes propres oreilles creuses, mais étrangement plus forte que je ne me sentais, résonnait. Bien sûr. Tes parents sont hors d'eux. Élise n'a pas cessé de pleurer. La comédie continuait, même à cet instant. J'admirais presque leur engagement envers ce mensonge. Je suppose qu'ils ont leur raison, répondis-je froidement. Ce soir, je reste à l'hôtel. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai failli lui tout dire, libérer le torrent de colère et de douleur qui bouillonnait en moi. Mais une petite voix de prudence m'a retenue. Je n'étais pas encore prête. Ils avaient eu des années pour perfectionner leur mensonge, il me fallait du temps pour préparer ma riposte. J'ai juste besoin d'espace. Du stress au travail. Je serai à la maison demain. Il ne me croyait pas, son ton le trahissait, mais il n'a pas insisté. Peut-être était-il soulagé de passer une nuit seule pour contacter Élise sans que personne ne s'en aperçoive. La chambre d'hôtel était stérile et impersonnelle, exactement ce qu'il me fallait. J'étalai les preuves sur le lit. Impression de SMS, relevé bancaire, photographie, facture d'hôtel. Chaque élément racontait une partie de l'histoire de ma trahison systématique. Mais maintenant, après ce que j'avais entendu, j'envisageais l'ensemble du tableau avec une clarté dévastatrice. Pour eux, je n'étais qu'un moyen d'arriver à leur fin. La fille dévouée, la sœur de soutien, l'épouse travailleuse, des rôles que j'avais acceptés de bon gré pendant qu'ils se moquaient de moi en douce. La prise de conscience était à la fois déchirante et, étrangement, libératrice. Si je ne comptais pour eux que pour leur soutien financier, alors je ne leur devais rien en retour. Ni ma loyauté, ni mon amour, et certainement pas mon silence. La nuit fut longue et sans sommeil, chaque instant étant hanté par ces mots que j'avais surpris, elle n'est bonne qu'à payer les factures. Qui aurait besoin d'elle autrement ? La cruauté désinvolte dans le ton de ma mère révélait une vérité que je ne pouvais plus ignorer. À leurs yeux, je n'étais pas une personne dotée de sentiments et de valeurs, j'étais une ressource à exploiter. Au matin, alors que la lumière blafarde filtrait à travers les rideaux bon marché de l'hôtel, quelque chose s'était cristallisé en moi. La blessure demeurait, une plaie profonde qui ne guérirait peut-être jamais complètement, mais à côté grandissait une détermination d'acier. Ils m'avaient sous-estimée, me considérant trop confiante, trop naïve pour découvrir leurs machinations. Ce serait leur perte.
Je pris une douche, m'habillai avec des vêtements d'hier, et réorganisai soigneusement mes preuves dans leur dossier. Puis j'appelai un ami avocat de l'époque universitaire pour convenir d'une réunion d'urgence. Ensuite, je contactai ma banque pour faire geler nos comptes communs. De petits pas, certes, mais décisifs. La route à venir restait incertaine, mais pour la première fois depuis que j'avais découvert la vérité, je sentais renaître un semblant de contrôle. Quand je rentrai enfin à la maison, Thomas m'attendait, le visage masquant une fausse inquiétude bien rodée. Il m'enlaça, une étreinte qui me parut désormais être des chaînes plutôt qu'un réconfort. « Tu nous as tous fait flipper », murmura-t-il dans mes cheveux. « Ça va ?» Je m'accordai un moment de faiblesse, une dernière seconde pour pleurer ce que j'avais cru être réel. Puis je m'écartai, esquissant un sourire qui ne parvenait pas à atteindre mes yeux. « Ça va », mentis-je, égalant leurs années de tromperie par mon tout premier mensonge délibéré. J'avais juste besoin de réfléchir à l'avenir. 2 semaines s'écoulèrent dans une étrange léthargie, où je maintenais la façade de la normalité tout en planifiant méthodiquement ma riposte. Thomas semblait accepter mon explication pour cette nuit, bien que je le surprisse parfois à m'observer d'un air calculateur. Mon avocat m'avait conseillé de continuer à rassembler des preuves avant de passer à l'action, alors je poursuivis la douloureuse comédie de l'épouse et de la fille inconsciente. L'occasion parfaite se présenta de façon inattendue. L'anniversaire 70e de Judith, ma belle-mère, approchait, et Martine, la sœur de Thomas, avait organisé une célébration somptueuse au Club Country de l'Ouest de Paris. Toute la famille serait présente, pas seulement mes complices immédiats, mais aussi les parents éloignés et amis proches. Un cadre public où l'apparence comptait énormément pour tous. Et n'oublie pas de prendre le cadeau de maman, me rappela Thomas lors du petit déjeuner, les yeux rivés sur son téléphone. La fête commence à 19h, mais il faut être là vers 18h pour aider à installer. Bien sûr, répondis-je en tartinant mon pain avec des mains assurées. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Le jour de la fête arriva sous un temps de mai parfait. J'avais pris soin de me préparer, choisissant une robe bleu marine élégante qui m'avait toujours donné confiance en moi. Mes cheveux étaient coiffés avec soin, mon maquillage impeccable. Si c'était pour être ma dernière représentation en tant que belle-fille dévouée, je voulais être resplendissante. Thomas siffla en me voyant sortir de la chambre. « Waouh, tu es sublime !» Pendant un court instant, une douleur m'a traversée. Dans une autre vie, ce compliment aurait réchauffé mon cœur. Aujourd'hui, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il ne me comparait pas en silence à Élise. Le Club Country de l'Ouest étincelait de décorations de bon goût à notre arrivée. De grandes baies vitrées offraient une vue sur des terrains de golf impeccablement entretenus, et des tables rondes parées de nappes blanches et de compositions florales ornaient la salle à manger privée. Judith, élégante dans une robe argentée assortie à ses cheveux soigneusement coiffés, accueillait les invités près de l'entrée. Son visage s'illumina en nous voyant. « Sarah, ma chérie. Tu es ravissante », s'exclama-t-elle en m'enlaçant chaleureusement. J'ai toujours apprécié Judith, elle m'avait accueilli dans la famille avec une affection sincère, à la différence de mes propres parents qui me considéraient manifestement comme un moyen pour atteindre leurs fins. Je me suis demandé un instant si elle était au courant de Thomas et Élise. La pensée m'a traversé l'esprit comme une nouvelle trahison. « Joyeux anniversaire, Judith », répondis-je en lui rendant son étreinte et en lui offrant l'épingle antique soigneusement emballée que nous avions choisie. Peu à peu, la salle se remplit de membres de la famille et d'amis. Mes parents arrivèrent avec un léger retard, papa tapotant Thomas de manière complice, ce geste masculin qui me hérissait la peau. Maman me déposa un baiser aérien avant de se lancer immédiatement dans des commérages sur une connaissance de son club de jardinage. Élise arriva en dernier, resplendissante dans une robe rouge qui attirait tous les regards y compris celui de mon mari, qui détourna rapidement les yeux en réalisant que je l'observais. Le dîner fut servi, le vin coulait à flots et les toasts s'enchaînèrent en l'honneur de la santé et du bonheur de Judith. Je participais machinalement, levant mon verre au bon moment, riant aux instants opportuns, tout en me sentant de plus en plus détaché de la scène qui se jouait autour de moi. Ces personnes, certaines innocentes, d'autres complices de ma trahison, évoluaient dans un univers qui ne semblait plus du tout le mien. Au moment où le dessert était servi, Martine fit teinter son verre pour attirer l'attention. Avant de sortir le gâteau,
nous avons préparé un diaporama célébrant la vie merveilleuse de maman. Les lumières s'atténuèrent, et un écran se déploya du plafond. La musique retentit tandis que défilaient des photographies retraçant les 70 ans de Judith, des clichés d'enfance, son mariage, la naissance de ses enfants, des vacances en famille, des fêtes. Et maintenant, annonça Martine lorsque la présentation se termina et que la lumière revint, quelqu'un souhaite-t-il partager un souvenir ou un mot sur notre incroyable mère? Plusieurs proches se levèrent pour raconter anecdotes et vœux chaleureux. Thomas narra une histoire émouvante sur le soutien indéfectible de sa mère dans son rêve de devenir architecte. Mon beau-père évoqua leur lune de miel calamiteuse, devenue depuis une anecdote familiale tant aimée. Alors que les interventions semblaient toucher à leur fin, je me levai lentement. Le poids de l'enveloppe dans mon sac me parut soudain lourd. J'aimerais dire quelque chose, déclarai-je d'une voix ferme malgré la hâte de mon cœur. Judith me sourit, visiblement émue. Bien sûr, ma chère. Je m'avançai vers l'écran, sentant tous les regards braqués sur moi. Thomas me lança un regard perplexe. Je parlais rarement lors des réunions de famille, préférant rester dans l'ombre, discrète, comme on l'attendait de moi. Pour moi, Judith incarne la loyauté familiale, commençai-je en retirant une clé USB de mon sac. Elle m'a appris que la famille signifie honnêteté, soutien et confiance. Des valeurs auxquelles j'ai toujours aspiré. J'insérai la clé dans l'ordinateur relié à l'écran. J'ai préparé quelque chose de différent. Une histoire de famille sous un autre jour. Avant que quiconque ne puisse réagir, je cliquai sur le premier fichier. L'écran se remplit d'un relevé bancaire affichant des virements de notre compte commun vers le compte personnel d'Élise, des dates et des montants surlignés en jaune vif. Puis apparurent des factures d'hôtel, les relevés de cartes de Thomas montrant l'achat de bijoux que je n'avais jamais reçus, et enfin, la preuve la plus accablante, des photographies de Thomas et Élise ensemble, son bras autour de sa taille, leurs lèvres s'effleurant dans une image particulièrement douloureuse. Un soupir collectif parcourut la salle. Judith porta la main à sa bouche. La célébration de sa 70e avait soudainement viré au jugement public. Depuis 3 ans, continuai-je dans un silence de stupeur, mon mari a une liaison avec ma sœur. Mais ce n'est pas le pire. Je passai à l'élément suivant, des emails entre mes parents discutant de la manière de faire en sorte que je continue de payer les frais d'Élise tout en restant dans l'ignorance totale de cette trahison. Le pire, c'est de découvrir que toute ma famille m'a utilisé, me voyant comme rien d'autre qu'une source de financement pratique, dis-je d'une voix étonnamment calme malgré le chaos qui s'ébranlait autour de moi. Les mots exacts de ma mère étaient « Elle n'est bonne qu'à payer les factures. Qui aurait besoin d'elle autrement ?» La pâleur envahit le visage de ma mère. Thomas s'était à moitié levé de sa chaise, le regard oscillant entre la stupeur et la fureur. Élise restait figée, des larmes coulant sur ses joues, qu'elles soient de honte ou simplement dues à la prise sur le fait, je ne saurais dire. Sarah, commença papa d'une voix autoritaire, tentant de reprendre le contrôle de la situation, ce n'est vraiment pas le moment ni le lieu. Et quand serait-il temps, papa, l'interrompis-je, étonnant même moi par mon audace. Quand j'aurai fini de financer toute l'éducation d'Élise. Ou peut-être après que Thomas et moi ayons eu ce bébé dont vous ne cessez de parler, un autre lien pour m'assurer que je continue à subventionner les besoins de la famille. À cet instant précis, le gâteau d'anniversaire de Judith fut apporté, les serveurs ignorant la tempête émotionnelle. L'absurdité du moment me fit presque rire. 70 bougies vacillaient dans un silence gêné, éclairant des visages stupéfaits et des expressions mal à l'aise. Je suis désolée, Judith, dis-je doucement. Je n'ai jamais eu l'intention de gâcher ta fête. Mais je pensais que tu méritais de savoir quel genre d'homme était vraiment ton fils. Sur ces mots, je ramassai mon sac et mon manteau. Les preuves restaient affichées derrière moi sur l'écran, une démonstration irréfutable de décennies de manipulation et de trahison. En me dirigeant vers la sortie, le poids qui pesait sur ma poitrine depuis des semaines commença à s'alléger un peu. Thomas m'attrapa au parking, me saisissant le bras avec rudesse. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» gronda-t-il, le visage tordu de rage. « As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire ?» Je regardai sa main sur mon bras, puis son visage, cet étranger que j'avais tant aimé. Je fais ce que j'aurais dû faire dès l'instant où j'ai découvert la vérité. Je choisis de penser à moi. Tu as humilié toute notre famille devant tout le monde, s'emporta-t-il.
Non, Thomas. C'est toi qui l'as fait en décidant de coucher avec ma sœur tout en m'utilisant comme un compte en banque personnel. Son emprise se resserra douloureusement. Tu vas le regretter. Pour la première fois depuis des semaines, je souris sincèrement. Je regrette déjà les années perdues à aimer des gens qui ne voyaient en moi qu'une ressource à exploiter. Mais je ne regretterai jamais cet instant. Jamais. Je me détachai de son bras et continuai vers ma voiture, consciente des silhouettes qui émergeaient du club derrière nous, mes parents, Élise, et d'autres attirés par le tumulte. Qu'ils regardent, pensais-je. Qu'ils voient tous une femme qui s'en va, la tête haute. En quittant le club country de l'Ouest, abandonnant derrière moi les ruines d'une vie fondée sur le mensonge, je ressentis un étrange mélange de chagrin et d'exaltation. La famille que j'avais aimée m'était désormais étrangère, ou peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé, si ce n'était dans mon imagination naïve. Mais à leur place se dressait une possibilité, celle de bâtir une vie fondée sur la vérité, entourée de gens qui m'apprécieraient pour ce que je suis. La révélation publique lors de la fête n'avait pas été planifiée comme un acte de vengeance, bien que cet élément fût présent. C'était plutôt ma déclaration d'indépendance, mon refus de rester complice de mon propre exploitation. Pour la première fois depuis des mois, alors que les réverbères éclairaient mes larmes, je sentais un espoir naissant. Les jours qui suivirent la fête de Judith se déroulèrent dans un flou de coups manqués, de SMS enragés et d'épuisement émotionnel. Je pris mes quartiers au hôtel Bellevue, en centre-ville, un lieu où Thomas et moi avions jadis séjourné pour notre anniversaire. L'ironie ne m'échappa pas en regardant la silhouette de Paris défiler depuis ma retraite temporaire. Mon téléphone vibrait sans cesse. Thomas oscillait entre rage et supplication. Ma mère laissait des messages vocaux emplis de justifications défensives. Papa envoyait des messages succincts exigeant qu'on en discute en adulte. Seule Élise restait silencieuse, son absence au milieu de cette avalanche de contacts était plus dérangeante que toutes leurs tentatives de réconciliation. Le 3e jour, j'ai enfin décroché un appel de Martine, la sœur de Thomas. « Sarah ?» Sa voix était hésitante, dépourvue de la confiance habituelle. « Ça va ? Je m'inquiète pour toi. »« Je tiens le coup, » répondis-je, surprise par la sincérité de son inquiétude. « Et Judith, comment va-t-elle » Martine poussa un long soupir. Secouée. Perdue. Elle n'avait aucune idée de quoi que ce soit. « Je te crois, » dis-je simplement. Et je le pensais vraiment. L'expression de Judith avait été trop brute, trop authentique pour être feinte. « Ce que tu as fait à la fête ?» Martine marqua une pause. C'était courageux. Douloureux à voir, mais courageux. Son soutien inattendu fit remonter de nouvelles larmes. Merci d'avoir dit cela. Thomas reste avec nous. Il est un vrai désastre entre lamentation et auto-justification. Papa l'a même chassé de la maison quand il a tenté de s'y réfugier. Un rire amer s'échappa d'elle. Il semblerait que dans ma famille, il y ait encore des limites que les hommes ne franchiront pas. Après avoir raccroché, je restai un long moment à observer les bateaux naviguer dans le port. L'appel de Martine avait cristallisé en moi l'idée que je ne pouvais pas rester éternellement dans cet hôtel. Les confrontations que j'avais tant redoutées étaient inévitables si je voulais enfin avancer. Le lendemain matin, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai confronté mes parents. Le trajet jusqu'à leur maison semblait irréel, comme si je visitais un plateau de cinéma plutôt que la demeure de mon enfance. Ma mère ouvrit la porte avant même que je ne puisse frapper, son allure habituellement impeccable étant visiblement décoiffée. « Sarah » souffla-t-elle, le soulagement illuminant son visage. « Dieu merci. Entre, s'il te plaît. » Le salon était exactement comme je m'en souvenais, l'horloge grand-père ancienne qui battait encore dans le coin, des photos de famille soigneusement disposées sur la cheminée. Papa était assis dans son fauteuil en cuir, journal plié à côté de lui, incarnation de la dignité paternelle malgré un léger tremblement dans les mains. « Tu as fait tout un numéro », commença-t-il, mais ma mère l'interrompit d'un regard sévère. « Il faut que vous expliquiez », dit-elle en me faisant signe de m'asseoir. Je restai debout. « Expliquer quoi ?» Ma voix était plus ferme que je ne me sentais. « Comment vous avez utilisé votre propre fille ? Comment vous avez préféré ma capacité à payer les factures à mon bonheur ? Ce n'était pas ça,
protesta ma mère. Nous voulions simplement soutenir les études d'Élise. En encourageant mon mari à coucher avec elle? En me traitant comme un distributeur automatique plutôt que comme votre enfant? Les mots me brûlaient la gorge. Je vous ai entendu, maman. Elle n'est bonne qu'à payer les factures. Qui aurait besoin d'elle autrement? La pâleur gagna son visage. Tu as mal compris. C'était sorti de son contexte. Quel contexte pourrait justifier une telle chose? Papa se leva, imposant son autorité d'avocat de la famille. Ta mère s'est mal exprimée. Nous t'avons toujours estimé, Sarah, mais il faut comprendre que Élise a des dons particuliers. Son éducation ouvre des portes que moi, je n'ai jamais eues. Interrompis-je, incrédule. Ne m'ai-je jamais compté pour autre chose qu'un simple personnage de soutien dans l'histoire d'Élise? Le silence fut une réponse suffisante. Je suis venue ici en espérant qu'il y aurait une explication qui donnerait un sens à tout ça. Une raison pour comprendre comment mes propres parents pouvaient me traiter ainsi. Je me dirigeai vers la porte. Je crois que j'ai trouvé ma réponse. Ma mère se précipita, attrapant mon bras. Sarah, s'il te plaît. Nous sommes encore une famille. La famille, ce n'est pas ce que vous m'avez fait subir. Je retirai doucement sa main. La famille ne complote pas pour utiliser un enfant au profit d'un autre. La famille n'encourage pas l'infidélité et la tromperie. Je l'ai quitté, laissant derrière moi ce salon parfait, entouré de photos d'une famille qui n'existait que dans de soigneusement orchestrées apparences. Thomas fut le suivant. Je le rencontrai dans un café du centre-ville, un lieu neutre où ni l'un ni l'autre ne pourrait créer de scène. Il arriva dans un état lamentable, mal rasé et les yeux creusés. « Tu as tout gâché », lança-t-il avant même de s'asseoir. Ma mère ne peut même plus me regarder. Mon travail est en danger parce que la nouvelle s'est répandue. C'est ta réplique d'ouverture? Vraiment? Je remuais mon café encore tiède. Pas, je suis désolée de t'avoir trompé avec ta sœur? Il sembla se dégonfler, passant une main dans ses cheveux en désordre. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Les choses ne se produisent pas par hasard, Thomas. Chaque fois que tu as rencontré Élise, chaque mensonge, chaque euro prélevé sur notre compte, ce sont des choix. Ça a commencé par du réconfort. Après ta fausse couche. Sa voix se fit plus basse. Tu étais si distante, et Élise était là, compréhensive, réconfortante. La mention de notre enfant perdu raviva ma douleur. Alors c'est de ma faute? Parce que j'ai pleuré? Non, ce n'est pas. M'as-tu jamais aimé? Ou étais-je simplement une source de revenus pratiques depuis le début? Ses yeux ne purent soutenir les miens. Je t'ai aimé. Au début. Mais pas assez pour rester fidèle. Pas assez pour être honnête. Je me levai, laissant mon café intact. J'ai déposé une demande en divorce. Mon avocat te contactera. La confrontation avec Élise fut la plus difficile. Elle proposa de se retrouver au jardin des Tuileries, là où, enfant, nous nourrissions les canards. Elle m'attendait sur notre banc habituel, désormais plus modeste, la confiance ébranlée. Je ne sais même pas par où commencer, dit-elle en prenant place à côté de moi, en gardant une distance soigneuse. Moi non plus, répondis-je. Les bateaux-mouches glissaient sur la Seine, emportant touristes et sourires de façade. Depuis combien de temps, Élise? Depuis combien de temps as-tu couché avec mon mari? Elle tressaillit. 2 ans. 2 ans. 24 mois de dîner en famille, de fêtes et d'appels téléphoniques où ils maintenaient leur supercherie. Ce n'était qu'une question d'argent? M'utiliser pour payer tes études pendant que tu... Je n'arrivais pas à achever la phrase. Ce n'était pas comme ça que ça avait commencé, sanglota-t-elle. Après ta fausse couche, Thomas et moi avions passé du temps ensemble à organiser ta fête surprise d'anniversaire. Nous étions tous deux inquiets pour toi. Et puis, c'est arrivé. Les choses ne se produisent pas par hasard, répéta-je d'un ton glacé. Vous avez fait des choix. Tous les deux. Je sais, essuya-t-elle ses larmes. Puis maman et papa ont découvert, et au lieu de se fâcher,
ils ont estimé qu'il valait mieux garder le silence. Que étant financièrement à l'aise, mon éducation était cruciale pour l'avenir de la famille. Et personne n'a pensé à ce que ça ferait pour moi? Personne n'a envisagé que j'avais des sentiments, des espoirs, des rêves au-delà de financer tes ambitions? Élise paraissait sincèrement déconcertée. Tu semblais toujours heureuse de m'aider. Tu disais être fière de moi. Parce que je t'aimais. Parce que c'est ce que font les sœurs, se soutenir, pas se voler les maris ou exploiter la confiance de l'autre. Un silence lourd s'installa, alors que nous regardions les enfants lancer du pain aux canards affamés. La simplicité de leur joie semblait appartenir à une autre époque. Je ne te pardonnerai jamais, dis-je enfin, ces mots amers sur ma langue. Pas à cause de l'aventure aussi douloureuse soit-elle, mais pour m'avoir fait douter de chaque moment authentique que je croyais partager avec toi. Pour m'avoir fait remettre en question la réalité de tout cela. Mais c'était réel, murmura-t-elle. Je t'aime, Sarah. Mais pas assez pour me choisir plutôt que ce que tu voulais, répondis-je en me levant, lissant ma jupe d'un geste tremblant. Adieu, Élise. Quitter ma sœur ce jour-là fut à la fois la décision la plus difficile et la plus nécessaire. Chaque confrontation avait fait tomber une couche d'illusion, révélant la douloureuse vérité en dessous. Ma famille ne m'avait jamais vue comme une personne à part entière avec ses propres désirs et besoins. J'avais toujours été un moyen pour atteindre leur fin, un personnage secondaire dans l'histoire d'Élise. En regagnant ma chambre d'hôtel, épuisée mais étrangement allégée, je compris quelque chose d'essentiel. Ces confrontations n'étaient pas destinées à changer leurs opinions ni à obtenir des excuses. Elles étaient la reconquête de ma voix, l'affirmation de ma vérité, et le début du processus de me définir en dehors des rôles qu'ils m'avaient assignés. Les échanges se déroulèrent exactement comme je l'avais redouté: justification défensive, minimisation, tentative de rejeter la faute. Pourtant, en les affrontant directement et en refusant d'accepter leur récit, j'avais regagné un semblant de pouvoir. Ce n'était pas la clôture, cela paraissait trop ordonné pour le chaos de la trahison, mais c'était un commencement. Puis Martine m'envoya un message: quoi que tu aies besoin, demande-le. Peut-être que tous les liens familiaux n'étaient pas irrémédiablement brisés. Le mois de juin arriva, marqué par une chaleur inconfortable et l'amertume des procédures de divorce en cours. J'avais quitté l'hôtel pour emménager dans un petit appartement à Saint-Germain-en-Laye, suffisamment proche de mes clients en design graphique, mais loin de la banlieue où chaque coin évoquait un souvenir douloureux. Le mobilier minimal de simples pièces dénichées dans des brocantes reflétait le vide intérieur qui me rongeait. Les nuits étaient les plus difficiles. Le jour, je me perdais dans mon travail, refaisant des logos et élaborant des chartes graphiques avec une précision mécanique. Mais à la tombée de la nuit, quand la ville se taisait, l'ampleur de ma perte m'envahissait. Non seulement la fin de mon mariage, une douleur tranchante en soi, mais aussi la perte totale de la compréhension de qui j'étais et de ma place dans ce monde. Le récit sur lequel j'avais construit ma vie s'était avéré être une fiction. La sœur aimante, les parents soutenants, l'époux fidèle, tous n'étaient que des personnages dans une pièce dont j'étais la seule à ignorer le scénario. Tu manifestes les signes classiques d'un traumatisme, m'expliqua Dr Levine, ma thérapeute, lors d'une de nos séances bi-hebdomadaires. Son cabinet, aux murs bleus apaisants et aux fauteuils confortables, était devenu l'un des rares endroits où je me sentais en sécurité. Ton socle a été brisé. Il est naturel de tout remettre en question. Je repasse en boucle nos conversations, nos échanges, en cherchant à déceler les signes que j'avais manqués, avouai-je, tordant un mouchoir entre mes doigts. Est-ce qu'il se moquait de moi tout ce temps? Est-ce que quelque chose était réel? C'est ton hypervigilance qui parle. Ton cerveau tente de te protéger de futures trahisons en analysant le passé pour en déceler des schémas. Est-ce mal d'être en colère? Parfois, je ressens une rage qui me fait peur. Décrivis-je cette furie soudaine qui m'envahissait à l'improviste en voyant une sœur aider son frère dans un café, en entendant un mari appeler sa femme avec une affection sincère. Je n'ai jamais été une personne colérique auparavant. La colère est une réaction naturelle face à l'injustice, répondit-elle simplement. On t'a traité de manière injuste par ceux qui auraient dû te protéger. La question n'est pas de savoir si la colère est appropriée, elle l'est, mais ce que tu en fais. Ce que je fis d'abord, ce fut de canaliser cette colère par l'effort physique.
Je rejoignis une salle de boxe à Montreuil, m'enroulant les mains avec soin avant de déverser des mois de trahison sur les sacs de frappe. Mon coach, Kelly, ne me demanda jamais pourquoi je m'épuisais 3 fois par semaine, mais ses regards entendus laissaient entendre qu'elle avait déjà vu des femmes comme moi, des femmes affrontant leur traumatisme un coup de poing à la fois. Plante tes pieds, m'instruisait-elle en tenant le sac bien droit. La force vient de ton centre, pas seulement de tes bras. Voilà, maintenant canalise toute cette énergie. La libération physique aidait, mais le tumulte émotionnel persistait. Je traversais les étapes du deuil à une vitesse vertigineuse, le déni cédant la place à la colère, puis au marchandage, à la dépression, et de rares éclats d'acceptation qui ne s'installèrent jamais pleinement. Certains jours, j'avais du mal à sortir du lit, paralysée par le poids de tout ce que j'avais perdu. D'autres fois, je me sentais presque euphorique, réarrangeant les meubles à 3 heures du matin ou travaillant 20 heures d'affilée sur des projets de clients. L'avocat de Thomas me contacta avec des offres de règlement de plus en plus généreuses à mesure que les procédures de divorce avançaient, probablement motivées par la crainte de ce que je pourrais dévoiler. Plutôt que par un véritable repentir. Je laissai la négociation à mon avocat, incapable d'affronter ne serait-ce que la paperasse qui accompagnait la dissolution de notre vie commune. Ma mère continuait d'appeler chaque jour, laissant des messages vocaux passant de justifications défensives à des supplications en larmes pour une réconciliation. « Nous sommes encore une famille », répétait-elle, comme si ce mot pouvait effacer des années de manipulation. Je sauvegardais les messages sans jamais trouver la force d'y répondre. Élise m'envoya une lettre manuscrite qui arriva début juillet. 10 pages d'excuses, d'explications et de souvenirs qu'elle prétendait sincères malgré tout ce qui avait suivi. Je la lus une fois, puis la verrouillai dans un tiroir, refusant de rouvrir des blessures à peine cicatrisées. Un mardi pluvieux, alors que j'étais assise sur le sol de mon appartement, entourée de boîtes à emporter et de maquettes de design, mon téléphone s'illumina du nom de Martine. « Je suis dans le quartier », dit-elle quand je décrochai. « Je peux apporter le dîner ?» 1 heure plus tard, nous étions assises à ma petite table de cuisine, dégustant de la cuisine thaïlandaise dans des contenants en plastique. Après quelques échanges maladroits, elle posa une enveloppe manila à côté de mon assiette. « Judith voulait que tu aies ceci. » À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies de famille, des images de Thomas et moi à des moments heureux, certes, mais aussi des clichés pris lors des anniversaires de Judith au fil des années, lors de réunions de famille et de brunchs dominicaux improvisés. Sur chaque photo, Judith avait capturé des instants où Thomas me regardait avec ce qui semblait être un amour sincère. Elle a parcouru tous ses albums, expliqua Martine. Elle voulait que tu saches que tout n'était pas mensonge. Qu'il y avait eu de vrais moments, surtout au début. J'examinais ces photographies, essayant de concilier les preuves d'un bonheur passé avec ma réalité présente. Est-ce important ? Si c'était réel alors, mais que ça a fini ici ? Martine réfléchit un instant, tournant une nouille entre ses doigts. Je pense que oui. Pas parce que cela change ce qui s'est passé ou rend les choses acceptables, mais parce que cela prouve que tu n'avais pas tort de faire confiance, d'aimer. Tes instincts n'étaient pas défaillants dès le départ. Ces paroles restèrent gravées en moi bien après son départ. L'idée que je n'avais pas été complètement aveugle, qu'il y avait eu quelque chose de véritable à aimer autrefois, offrait un réconfort étrange. Si je ne m'étais pas trompée dès le début, peut-être pourrais-je à nouveau avoir confiance en moi un jour. Cette nuit-là, je rêvais de ma grand-mère pour la première fois depuis son décès il y a 5 ans. Nana Lilian avait toujours été mon refuge durant l'enfance, la seule personne qui semblait me voir telle que j'étais, qui appréciait mes talents artistiques alors que mes parents se concentraient sur la réussite d'Élise. Dans le rêve, nous étions assises dans son jardin, élagant des roses comme nous l'avions fait lors d'innombrables après-midi d'été. Ce qui est particulier avec la taille, dit-elle de sa voix pratique, c'est que cela paraît cruel sur le moment, couper quelque chose de vivant. Mais c'est ainsi que la plante se renforce. Je me réveillais les larmes aux yeux mais avec une étrange sensation de renouveau dans la poitrine. Peut-être que cette trahison dévastatrice était comme une taille brutale, éliminant des relations qui empêchaient ma croissance. Le lendemain, je fis quelque chose que j'évitais depuis des mois. J'appelai mon ancien professeur d'art à l'université, celui qui avait essayé de me convaincre de poursuivre un master avant que je ne décide de soutenir la carrière de Thomas. Sarah Dupont. Bien sûr que je me souviens de toi, s'exclama le professeur Winters.
Ton portfolio était exceptionnel. Qu'est-ce que tu deviens ces dernières années? Cette question me donna la permission d'envisager un avenir différent. Nous parlâmes pendant 1 heure des tendances actuelles dans l'art numérique, des programmes auxquels je pourrais postuler, des possibilités que j'avais abandonnées en m'enfermant dans le rôle de l'épouse dévouée et de la fille obéissante. Il y a une vacance de chargé de cours invité le semestre prochain, mentionna-t-il avec désinvolture avant de raccrocher. Un cours d'introduction au design numérique, une séance par semaine. Ce n'est pas très rémunérateur, mais c'est une porte qui s'ouvre, si cela t'intéresse. Pour la première fois depuis des mois, je ressentis une pointe d'excitation qui ne fut pas immédiatement écrasée par le chagrin. Je promis d'envoyer un portfolio mis à jour avant la fin de la semaine. Ce soir-là, en triant d'anciens travaux, je retrouvai mes carnets de croquis universitaires entassés dans une boîte que je n'avais presque jamais ouverte depuis mon déménagement. Page après page, des rêves que j'avais mis de côté, des illustrations pour des livres pour enfants, des concepts d'installations artistiques, une typographie expérimentale qui m'avait autrefois valu des éloges refirent surface. Vers minuit, je me retrouvai à mon bureau, non pas seulement à organiser de vieux travaux, mais à créer quelque chose de nouveau, une série de pièces numériques abstraites qui captaient, d'une manière étrange, le sentiment d'avoir vu sa vie réécrite du jour au lendemain. Sombre certes, mais avec des fils de couleurs inattendus tissant le chaos. À l'aube, j'avais produit plus d'art original que je n'en avais réalisé depuis des années. Ce n'était pas parfait ni destiné à la clientèle, mais c'était authentique d'une manière que mon travail commercial n'arrivait guère à atteindre. Cela parlait de douleur, certes, mais aussi d'une possibilité, la première expression hésitante d'un moi émergent de l'ombre de la trahison. Dr Levine qualifia cela de « croissance post-traumatique » lors de notre séance suivante. Parfois, expliqua-t-elle, survivre à un traumatisme peut réellement mener à des changements psychologiques positifs. Non pas parce que le traumatisme était en soi bénéfique, ce ne l'était pas, mais parce que le processus de reconstruction nous oblige à réexaminer nos convictions fondamentales sur nous-mêmes et sur nos vies. Je ne suis pas sûre de ressentir cette croissance, pour l'instant, avouai-je. La plupart des jours, j'ai l'impression de lutter pour ne pas me noyer. La guérison n'est jamais linéaire, me rappela-t-elle doucement. Tu auras des rechutes. La colère refait surface. Le chagrin t'attaquera quand tu t'y attendras le moins. Mais tu fais déjà preuve d'une résilience remarquable. La résilience. Ce mot me suivit tout au long du mois d'août, alors que le divorce se concrétisait, que j'envoyais mon portfolio au professeur Winters, et que je recommençais petit à petit à me permettre quelques plaisirs, un concert dans un parc, un dîner avec un ami d'université perdu de vue, une escapade dans une ville côtière où personne ne connaissait mon histoire. La trahison restait une blessure qui me faisait mal en permanence, mais j'apprenais à fonctionner malgré tout. Certains jours, la douleur s'estompait suffisamment pour que je puisse passer des heures sans penser à Thomas, à Élise ou à mes parents. D'autres fois, elle revenait avec une force écrasante, me laissant à bout de souffle dans les rayons du supermarché ou lors de réunions avec des clients. Martine continuait de prendre des nouvelles chaque semaine, un lien vers une relation familiale qui ne semblait pas complètement empoisonnée. Grâce à elle, j'appris que Thomas avait déménagé à Lyon pour repartir à zéro, qu'Élise avait pris un semestre sabbatique, et que mes parents disaient aux proches que je traversais une phase d'indépendance. Leurs récits n'avaient plus le pouvoir de me définir. Lentement, douloureusement, j'écrivais ma propre histoire, désormais non plus en simple personnage de soutien dans le drame d'autrui, mais en tant que protagoniste de ma propre vie, complexe et meurtrie, mais de plus en plus déterminée à découvrir ce qui viendrait ensuite.